Alors, qu'est-ce qu'on a là? Voilà, regarde, tu vas être content. Eh ben voilà. C'est une petite salle que je trouve juste vachement bien. Là, je vais te poser la question fatidique. Combien ça coûte? Ah, c'est vrai. Je suis pas choisi. Attends, t'as pas un peu de rhum là? Tu coupes. J'ai l'impression d'être un acteur, c'est génial. 1,5 milliard de vues par an. Ça énorme. devient assez colossal. Ah ouais. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Diffustech. Aujourd'hui, on est en compagnie de Jocelyn qui nous Bonjour. accueille chez Harry. Alors, dis-nous en plus sur cette société. Alors Harry, c'est une société de création de dessins animés qui intègre en fait toute la chaîne de valeur des dessins animés, parce qu'à la fois on les développe créativement, on les fabrique au sein du studio et on les distribue. Donc c'est-à-dire qu'aussi on gère l'exploitation de ces dessins animés à l'international. D'accord. Alors, Prochainement. ceux qui nous regardent ne le savent peut-être pas, effectivement, cette chaîne est spécialisée sur le home cinéma. Et les gens doivent se dire, mais pourquoi tu es chez Harry dans un studio d'animation? Pourquoi? On a créé effectivement une salle de projection récemment. Le but c'était d'avoir vraiment une salle de cinéma en interne au sein du studio pour finalement 3 raisons, je dirais. Alors, la première, c'est qu'on est en train de développer un long métrage et donc c'est une raison pratique. On avait vraiment envie et besoin de pouvoir visionner les images qu'on va produire pour ce film dans un contexte de salle de cinéma. Ça n'a rien à voir avec regarder les images derrière un écran, avec aussi un son en 5.1 pour être vraiment enveloppé par le son et avec une image vraiment dans un contexte de salle de cinéma pour savoir exactement ce qu'on va donner à voir. Et puis inviter nos partenaires distributeurs à visionner les premiers Dans les montages meilleures du film. conditions. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est évidemment la première raison, mais on n'est pas encore en train de faire ce film, on va le faire, on est en train de le développer, on vient de finir l'écriture. Une autre raison aussi, c'est qu'on fait donc, jusqu'ici essentiellement des séries télé, mais des séries dites premium, c'est-à-dire qu'on met la barre de qualité assez haut. Il y avait un producteur à la fin des années 90 qui avait inventé le concept de feature TV. Donc c'est-à-dire de faire des séries télé, à l'époque c'était pour du live, mais qui ressemblent à du cinéma tellement on met la barre haut en qualité. Et à l'époque c'était nouveau, là aujourd'hui on est très habitué à ça, mais à l'époque c'était nouveau. Et quand on a créé la boîte, on s'est dit justement que c'est ce qu'on avait envie de faire nous en termes de production. On voulait vraiment produire, pas forcément énormément en volume, mais avoir une qualité qui nous permette d'atteindre un public beaucoup plus large, parce que la qualité fait comme aussi la différence. Et avoir du coup une salle de projection au sein d'un studio qui fait de la série télé, c'est une manière de dire justement on fait du feature TV, on fait une qualité qui est vraiment premium, qui s'approche du cinéma. Et là très récemment on a eu la visite de partenaires justement de diffusion qu'on a dans le secteur télé comme Warner ou là encore plus récemment Alibaba, un partenaire chinois qui exploite la plateforme Youku. Et quand on va visionner avec eux nos productions télé dans une salle de cinéma, forcément. Ça fait. Voilà, ça met la barre. Tout de suite, ça met la barre un peu plus haut et on est un peu plus sérieux, ça c'est clair. Ouais. Et puis, il y a une troisième fonction, je dirais, qui est aussi de cohésion et de cool au sein du studio. C'est qu'on fait travailler beaucoup de graphistes, de talents, d'artistes qui sont passionnés de cinéma. Et donc, avoir un lieu comme ça pour visionner leurs images à eux sur lesquelles ils ont contribuer artistiquement, les voir dans ces conditions-là, c'est un vrai plaisir. Et puis ça permet aussi de développer des activités. Là, on a un ciné-club qui est en train de se mettre en place au sein du studio. Ah génial, c'est cool ça comme initiative de lancer ce type de projet là. C'est ça, du coup ça fédère tout le monde, quoi. Ça fait que la communauté des artistes qui travaillent avec nous se sent bien ici, se sent valorisés en tout cas, parce que le travail est mis en œuvre. Et en plus, il y a un petit effet collatéral qui est le fait de pouvoir s'organiser des sessions de cinéma en dehors des heures du studio, que ce soit le soir, le midi. Donc c'est génial, cool. J'imagine. Tu viens, en fait, j'ai une salle de cinéma au travail, c'est pas tout le monde qui peut dire ça quand même. Non, c'est un peu cool, j'avoue. J'avoue que c'est vraiment très sympa. Ouais. On va faire justement le tour de cette salle de cinéma, on va découvrir un peu plus en détail. Tu as fait appel à la société, au cinéma. Au cinéma, tout à fait, qui a répondu, on avait donc cette envie de créer cette salle au sein du studio en arrivant, parce qu'on arrivait assez récemment dans ces locaux et on sentait qu'il y avait ce potentiel d'espace qui nous permettait de le faire. Et donc on a été mis en contact par une de nos directrices de production qui travaille à Angoulême, qui avait déjà eu l'occasion de travailler dans une ancienne vie avec au cinéma. Et donc on leur a fait un petit cahier des charges et ça s'est
hyper bien passé. On très, verra content par du la résultat. suite le cahier des charges, Ouais. ce que vous avez besoin, parce que vous n'êtes pas un utilisateur lambda, on n'est pas Ouais. chez un particulier, c'est vraiment une salle à première vue d'une utilisation professionnelle, Oui. vraiment pour vos dessins animés, vos animations, vos films, etc. Oui. Donc, Et avec nos partenaires diffuseurs, c'est ça, on veut vraiment... ouais, c'est ça. Je vous propose qu'on aille directement aller voir la salle et on se retrouve devant. Hein. Très bien, allons-y. Ça marche? Ouais. Allez, c'est parti. Ah, la voici, la voilà. La salle de prod. Salle de projection. Voilà, Eh ben, c'est ici. Et avec Frédéric Garnier, donc de Au Cinéma, qui est l'auteur de cette merveille. Jocelyn. Bonjour Salut, Frédéric. Voilà, bonjour. Donc c'est ici C'est que tout ici. se passe. C'est ici que tout se passe, où on peut montrer la qualité premium de nos productions à nos partenaires, avec une qualité de projection et une qualité aussi acoustique de feu. Donc ça, c'est grâce à ce monsieur. C'est lui, de Au Cinéma. Ouais. Ok, très bien. Enfin, à moi et mon équipe surtout. Donc au cinéma, vous avez réalisé cette salle de cinéma sur cahier des charges. On va en parler avec toi plus en détail. Ouais, bien sûr. Et avec une personne qui a suivi le projet. C'est ça, Bruno en particulier, là, qui est notre DSI, donc c'est le responsable informatique de la boîte et qui s'occupe de toute l'infrastructure finalement du studio et donc qui a été la personne dédiée sur la création de cette salle. Très bien. Interlocuteur de Frédéric et des équipes de Au Cinéma. On va en discuter avec lui alors directement Ouais. de cette Je salle. vous laisse en bonne main. Merci beaucoup. Merci à toi. Dis-moi Frédéric, C'est moi. qui es-tu? Je m'appelle Frédéric Garnier. Je suis le directeur adjoint de la société Au Cinéma et présent dans l'entreprise donc depuis 2002. Ça fera 22 ans la semaine prochaine. J'assure la partie commerciale, la partie technique, le support acoustique. Alors je suis la mémoire de l'entreprise également, parce que comme je disais, je suis là depuis le départ. Et moi j'ai une formation ingénieur du son. Donc on va dire que je suis sensible à cet aspect acoustique, électroacoustique, donc depuis le départ. Donc je suis issu d'une école de cinéma de Paris qui a une division son. Alors l'ISTS que certains connaissent peut-être, ou le groupe ESRA plutôt, qui est connu comme ça, qui est une école donc, qui forme au métier du cinéma. Et donc l'ISTS est la division son. Donc plutôt au départ ingénieur du son live. C'est-à-dire que je me destinais pas trop au fait au départ à faire ça. C'est un petit peu un hasard, des rencontres qui se font comme ça dans la vie. Mais moi, j'étais plutôt destiné au départ pour faire ce qu'on appelle du spectacle vivant, sonorisation de spectacle en vivant, c'est-à-dire le gars qui est derrière la console. Pas du tout. C'est le gars qui est derrière la console de mixage et devant lui, voilà, il a une scène avec un orchestre, des linerets et voilà. Ça, c'était un peu ça au départ mon métier. Et puis le hasard des rencontres a fait que il est dans le cinéma, dans le home cinéma. Voilà. Et en fait, le hasard des rencontres a fait que je suis tombé sur le créateur de l'entreprise en 2002 qui cherchait une personne pour pouvoir, alors au départ, travailler sur la partie qualification du produit. Au départ, effectivement, Au Cinéma a été créé pour pouvoir commercialiser et vendre ce produit. Alors à savoir que toutes nos salles aujourd'hui sont équipées avec ce système et cette signature. Votre signature, c'est clairement ce qui vous différencie d'un autre de vos confrères. Tout à fait, voilà. Puisqu'on est propriétaire de la solution, on est propriétaire des moules d'extrusion. Donc aujourd'hui, cette signature acoustique, elle est due à ce produit-là. Et toutes nos salles sont configurées de cette façon. Alors avec une décoration différente éventuellement, mais en tout cas, elles sonnent exactement comme ça. Et ce bien-être qu'on a en rentrant dans la salle, cette sensation de plénitude, ce côté très précis de la diffusion sonore que l'on a, elle est due à ce produit. C'est grâce au système Epidor. Voilà, donc moi j'assure aujourd'hui la gestion de projet, je vais assurer la relation client, comme je disais avec mon associé Lodoïc, qui lui beaucoup plus en amont, donc va qualifier les projets avec les clients au téléphone, qui va écouter un petit peu ce qu'ils ont besoin, le cahier des charges. Et moi je vais prendre le relais derrière pour assurer, on va dire plutôt l'opérationnel, pour arriver au produit final qui est au splendide résultat. Voilà, qui est alors encore une fois une salle parmi les centaines et centaines et centaines qu'on a créées, installées depuis 2002. Alors si ça vous plaît, ce genre de vidéo, si ça vous plaît aussi cette salle, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires.
Et puis, si vous avez des questions, paf, les commentaires. Je répondrai, bien entendu, à tous les commentaires sur cette salle, etc. Dis-moi si tu vois des missiles! Missile! Accroche-toi! Alors Fred, explique-nous qui tu es. Moi, je suis à l'origine un ingénieur du son qui a participé à beaucoup de constructions. Si je cite quelques gros exemples, j'ai été directeur technique de Dubbing Brothers les 8 premières années. Donc le traitement acoustique là-bas avait été fait au départ sur un des grands studios par Andy Monroe. Moi, comme je suis curieux, j'ai vraiment tout regardé, tout essayé de comprendre. Et mon patron de l'époque avait dit c'est pas possible, je sais pas ce qu'ils ont eu. Il n'a pas eu le droit de faire les autres. Et il m'a très simplement dit débrouillez-vous. Donc on apprend sur le tas, après on s'intéresse de plus en plus, on apprend un peu avec Internet notamment, et puis sur des conseils. Et surtout, moi j'avais cette particularité, après j'ai tourné dans beaucoup de studios en France et à travers le monde, parce qu'après j'ai été pendant 25 ans freelance. Et à chaque fois que j'étais dans un studio, que je remarquais qu'il était bien, agréable, je m'intéressais sur comment il était fait, de quelle manière, etc. Et aussi pour ceux qui ne me plaisaient pas du tout, je disais pourquoi il ne me plaît pas, puis à la fin on se fait sa propre idée. Et comme il y a beaucoup de gens qui me demandaient de faire ceci, cela, ça a commencé un petit peu. Alors dire que je suis acousticien, non, ce serait un peu exagéré, j'ai de l'expérience. Tu n'es pas acousticien ? Je ne suis pas acousticien de métier premier, mais pour aménager l'acoustique, oui, il y avait deux choses importantes, la reverb, l'aigu, disons comment ça sonne, où ça c'est facile, il suffit de meubler, pas de faire les parois parallèles, et des choses comme ça, mais le grave c'est très compliqué. Donc ta spécialité c'est le grave? Oui, d'aller surtout le stabiliser dans une pièce, que ce soit une salle de projection comme celle-ci, ou dans un studio d'enregistrement ou de mix. Stabiliser le grave est quelque chose qui va demander beaucoup d'efforts, parce que le grave est une énergie très forte par rapport à tout le reste, qui va aller se masser dans les coins, etc. Et surtout qui va rebondir et va faire des zones où quand ça arrive, l'onde arrive en opposition de phase, c'est un peu comme les vaguelettes, ça va s'annuler. Donc arrive ce phénomène de creux, il y a des endroits où on n'entendra plus rien du tout, et d'autres où ça va être très fort, dans le grave, j'entends bien. C'est ici que j'ai remarqué, parce qu'avec leur traitement et leurs panneaux spéciaux, franchement pour une salle comme celle-ci, j'ai trouvé le compromis extraordinaire. C'est-à-dire c'est pas la panacée, mais c'est très bien. Et c'est très bien dans un budget et dans des méthodes de construction qui sont raisonnées, raisonnables, et franchement d'un rapport efficacité, encombrement, prix, etc., que j'ai jamais vu. Donc c'est pour ça que j'accepte de le dire haut et fort. Franchement, moi, ça m'a beaucoup plu. Et ça m'a beaucoup plu, et on a échangé beaucoup avec les techniciens, avec Fred, etc. Parce que qu'on reprenne le contexte, toi tu travailles pas directement avec Au Cinéma, tu travaillais sur un autre projet derrière. Juste à côté, qui est le studio de mix et d'enregistrement. Et tu t'es dit, tiens, il y a une salle de cinéma, je vais aller écouter. Non, mais forcément on est curieux, on a échangé de bons termes, et puis on a vu qu'on avait des points communs, et surtout le souci de faire des choses correctement, et pas juste de se débarrasser d'un chantier. Je veux dire, il y a des gens qui aiment faire les choses bien, et Au Cinéma, c'est le cas. Et donc, tu as apporté ton on avait mon critique expérience qui sur la était salle, différente de la leur, donc c'est toujours bon de comparer les expériences, etc. Et puis on a échangé, il y a un moment on a parlé d'un logiciel que je connais très bien, où je leur ai donné mes astuces, et de bon cœur. C'est quel logiciel? On a le droit de le dire? Ah oui, parce que lui aussi il mérite d'être noté, c'est Room EQ Wizard. Voilà un petit logiciel. Roux, qui est un freeware, ouais. Qui est un logiciel gratuit, qui tourne sur toutes les plateformes. Moi j'ai acheté la version professionnelle parce que ça vaut pas cher du tout. Et on peut mettre beaucoup d'entrées, ce qui me permettait de faire des mesures d'affaiblissement sonore, etc. Mais c'est un logiciel qui est formidable.
C'est un logiciel qui vous permet de faire du traitement acoustique. Du traitement, de l'analyse, de l'analyse spectrale, de très belle manière. Quel a été ton sentiment la première fois? Et depuis que tu as effectué donc, la calibration acoustique de cette pièce, qu'est-ce qui en est ressorti? Quels sont la calibration, c'est juste un alignement, c'est-à-dire c'est en gros c'est régler le grave et l'aigu, la tonalité de la courbe de réponse, ajuster la courbe de réponse. Ça, c'est une opération un peu, on va dire, classique. Ce qui m'a épaté là-dedans, c'est le feeling de cette salle, parce qu'elle n'est pas étouffée à l'extrême, parce que ça, c'est insupportable. Elle est confortable, elle est jolie, elle n'est pas sombre, l'image est belle, le rapport à l'image et au son est bien. Donc franchement, c'est une petite salle que je trouve juste vachement bien. Les murs ont chacun une longueur, ils vont vibrer comme une corde. Donc ils vont résonner à une fréquence. Ça va être le mode propre de ce mur. D'accord. Donc il y a les longitudinaux, les latéraux et les hauteurs, même les transversaux, mais la base c'est ça, c'est arriver à gommer la résonance d'une paroi qui vibre comme une corde. Parle-nous de ces parois, justement, un petit peu. C'est pas moi qui peux en donner le secret. Alors, on est accompagné. Notre Fred. Dans cette salle, nous avons installé notre système breveté qui s'appelle Epidor, qui consiste en un ensemble de panneaux et de profilés qui mesurent 10-11 cm d'épaisseur, vous voyez, donc on est très faible, qui est installé en périphérie de la pièce, donc il y en a tout autour, également derrière l'écran, et ce produit a une multitude de fonctions. Alors, bien évidemment, la première, c'est déjà l'absorption acoustique, mais l'absorption acoustique se fait sur une partie moyenne et haute fréquence, et comme l'expliquait Frédéric tout à l'heure, c'est très facile en fait à absorber, mais il y a également, et c'est là où est l'intérêt du système, avec un système mécanique derrière qui vient prendre le relais pour les basses fréquences. Voilà. Et c'est ça qui va donner cette mécanique, signature. C'est quoi? C'est des ressorts, voilà. On imagine un matelas qui est mis à la verticale. C'est un peu ça, c'est-à-dire que le panneau va être monté entre ce qu'on va appeler des profilés, donc au cinéma d'ailleurs possède les moules d'extrusion de ces profilés. Donc les panneaux sont montés entre deux profilés, à l'intérieur desquels il y a des petits ressorts, et en fait on vient dimensionner la longueur de ressort par rapport au poids du panneau, donc sa dimension, et la longueur d'onde, la fréquence à traiter, donc la fréquence modale. Voilà, tout simplement. Alors bien sûr, il y a des calculs qui sont faits avant, et tout est fait sur mesure ici. Donc le système Epidor en fait partie, et c'est ça qui donne cette signature acoustique particulière que l'on retrouve dans toutes nos réalisations depuis 22 ans. Voilà, quelle que soit la taille, quel que soit le volume, quel que soit le standing, quel que soit le matériel, on retrouve cette signature acoustique que l'on identifie très clairement dès qu'on franchit la porte. Dès qu'on rentre dans la pièce, il y a comme un sentiment, alors je ne dirais pas d'oppression, parce qu'on n'est pas oppressé, mais c'est le silence absolu. On a l'impression d'être dans un calme plat, c'est la zénitude. Tout de suite, on se sent bien, qu'on rentre. On n'a aucun bruit de fond, quoi que ce soit, qui vienne gêner, on va dire, le visionnage et l'écoute. Tout à fait. Donc là, le bruit de fond, généralement, on est aux alentours de 16-17 décibels. Donc c'est-à-dire que c'est un niveau de bruit de fond que l'on ne retrouve nulle part ailleurs chez soi. On a l'impression d'être dans un sas dépressurisé, tu sais, en mode... Voilà. T'entends Mais plus rien. Comme disait Fred, c'est pas oppressant, c'est juste bien, comme il faut. Et on rentre là, effectivement, on n'a plus de bruit. Donc on imagine une excellente dynamique sonore, on imagine une extrême précision, une spatialisation, enfin bien sûr, voilà, tous ces sujets-là qu'on aura l'occasion d'aborder ensemble. Et l'acoustique de la pièce est faite justement pour améliorer tous ces points-là. Tout à fait. Alors, la partie moyenne et aiguë, donc ce que je disais, mais surtout la partie basse fréquence, et comme expliquait Frédéric, effectivement, les longueurs d'onde des fréquences modales sont tellement grandes que il était difficile d'envisager de mettre des épaisseurs considérables. Donc là, on apporte une solution avec 11 cm d'épaisseur. Et du coup, le résultat, il est là. C'est qu'on a 10 places, on a un écran de 3,20 m parce qu'on a le recul suffisant. On va se poser pour regarder un film, allez. Voilà. L'écran, il est immense, c'est vrai. Alors, on est dans un format 16/9 ici, c'est un format télévision, mais c'est, on va dire, propre aussi à notre client qui a besoin de ce format. Donc, on est sur une dimension. Alors, nous, on travaille beaucoup l'immersion sonore et visuelle, bien sûr. Donc, on a des critères de
de distance, d'angle de vision qui sont liés au format de l'image et bien sûr à la distance à laquelle on va se trouver, quoi. Donc là, on sait que le 3,20 m par rapport à la distance à l'écran, elle est parfaite, quoi. Elle est parfaite. Sous quelle norme elle a été il y a des normes particulières dans l'acoustique Non, alors là, on va dire qu'on est. Alors, faut pas oublier, c'est que ici, on est chez un client professionnel. Notre métier est plutôt de réaliser des salles de cinéma privées, où là, je dirais, le premier critère, c'est se faire plaisir. C'est l'immersion, c'est. Donc les normes, ce sont des normes qui se sont, on va dire, créées au fur et à mesure du temps, et puis au fur et à mesure, bien sûr, de l'évolution des formats, parce que ce qu'on va faire aujourd'hui avec du 4K, on ne pouvait pas le faire il y a 20 ans avec du DVD, par exemple. Ouais. Donc on a vu, nous, au fur et à mesure des années, les écrans s'agrandir, si bien que là, on a de la chance, parce qu'effectivement, on a quand même une pièce qui est suffisamment grande, mais il nous arrive parfois d'avoir certaines réalisations où là, on a juste la main, on a juste l'épaisseur pour glisser la main, parce que l'écran est très très grand. Mais effectivement, il y a 20-22 ans, quand on a commencé l'histoire avec au cinéma, quand on mettait un écran de 2,40 m dans la salle, c'était extraordinaire, quoi. Là, 3,20 m, on est dans une petite moyenne. Premier site missile. On va voir le local technique. Voilà, le petit local technique, parce que là, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Donc, local technique totalement dédié à ça, avec l'électronique. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Lecteur Blu-ray. Alors, on a un RXA 8A, donc le cœur du système. On a un amplificateur Krone XTI 1002 pour le caisson de basse. Donc il alimente uniquement le caisson de basse, celui-là. Il est bridgé. C'est un caisson de basse passif. Ouais, tout à fait. Okay. C'est on en reparlera, donc c'est un système JBL Cinéma. Donc le caisson de basse, c'est un caisson avec un haut-parleur de 18 pouces. Et donc on lui a mis un Krone XTI 1002 bridgé derrière, donc pour l'alimenter. Un petit lecteur Ultra HD Sony 800 qui n'a pas du tout d'utilité, on va dire, pour comme outil de travail pour Harry, puisque les contenus sont surtout sur un serveur. Ouais. Là, c'est vraiment c'est pour le fun, c'est pour eux se projeter des films, avoir le plaisir de mettre encore une galette dans le lecteur, voilà, comme on va faire. Top Gun, voilà. Bon, un grand classique en ce moment, mais une pure démo technique, ça c'est clair. Voilà. Et pour diffuser tout ce qui est tout leur contenu, c'est via quoi? On a mis une petite Nvidia. Ok, Nvidia Shield, ouais. Voilà. C'est un produit qu'on installe très souvent dans nos salles, donc soit ça, soit une Apple TV. Mais c'est vrai que très pratique du coup pour récupérer tous les contenus streaming, les abonnements de nos clients. Parce que tu peux accéder à MyCanal, Netflix, toute la tribu de streaming, ouais. Et c'est parti! Alerte radar, missile en vue, Phoenix! On a regardé un petit extrait du film Top Gun Maverick en Blu-ray 4K. Ouais. Donc la meilleure image, le meilleur disque pour regarder, pour se faire une idée de la salle de cinéma, du rendu de cette salle. C'était assez impressionnant, hein. Je dois dire que j'étais bluffé par cette salle, mais je vous en reparle directement après. Mais on va vous la présenter, cette salle, notamment au niveau de l'équipement. C'est une configuration 7.1.4. Exact. Donc 7 enceintes autour de vous, un caisson de basse et 4 enceintes Atmos qui sont dans cette pièce. Et je vais laisser Frédéric nous expliquer un peu tous les choix qui ont été apportés dans cette salle en termes d'acoustique, en termes de choix d'électronique et d'image. Ok. On est parti? Alors donc là, nous sommes dans une salle qui fait une trentaine de mètres carrés, avec une belle hauteur sous plafond, parce que là on a 2,63 m d'hauteur sous faux plafond. À savoir que le plafond est encore une vingtaine de centimètres encore au-dessus, 20 ou 30 cm. Ah, ça te permet bien de mettre les Atmos, ça c'est super. Alors, de mettre les Atmos, et un autre petit point qui a aussi son intérêt, même si ça n'a pas directement un impact sur la qualité
de projection et du rendu acoustique, c'est la climatisation. C'est-à-dire que là, on est sur un système qu'on appelle gainable. Donc c'est-à-dire qu'on a uniquement les grilles d'aération, alors de soufflage d'un côté et de reprise de l'autre, qui sont donc intégrées dans le faux plafond, et on a des gaines qui sont dans le plénum de notre faux plafond. Donc c'est ça qui nécessite un espace un peu plus important. Donc là, c'est quelque chose que l'on peut faire uniquement effectivement dans le cas où on a des hauteurs qui sont importantes, ce qui est malheureusement très rarement le cas dans les sous-sols chez les particuliers, où on a plutôt tendance d'avoir des hauteurs sous plafond, même parfois au niveau de la porte. On est sur voilà, 2m30. Et 2m30, on est pas mal. Quand on est à 2m10, 2m20, et qu'il faut composer avec ça pour pouvoir mettre une estrade, etc., bon, tout de suite, c'est un peu plus délicat. Donc là, non, 2m63 d'hauteur sous faux plafond fini. Donc la salle fait 30 mètres carrés. C'est une salle qui a été créée de toutes pièces, hein, donc c'est-à-dire qu'elle a été recloisonnée, on a mis une porte. Alors tout ça, ça a été fait avec nos recommandations. Donc on a déterminé l'épaisseur des doublages, la quantité de plaques de PA13, la densité de la laine de roche que l'on voulait à l'intérieur également des cloisons. Ça, c'était important. Donc ce qui nous a permis de travailler sur une salle qui présente 2 rangées de fauteuils, avec une estrade qui permet de rehausser le 2e rang. Donc ça, ce sont des vrais fauteuils de cinéma qui sont fabriqués dans le Jura. En France, donc. En France, voilà. Alors on aime bien le Made in France. Au maximum, on essaye de faire travailler nos compatriotes. Mais là, on a 10 fauteuils de cinéma. Donc, alors, j'en profite pour remercier, d'ailleurs je vais le faire tout au long de la présentation de cette salle, puisqu'on a été aussi aidé par nos partenaires, nos fournisseurs historiques, comme là par exemple donc, la société Kleslo. Donc ces 10 fauteuils qui ont été d'ailleurs choisis par les clients, c'est eux qui voulaient ce modèle d'ailleurs, je trouve qu'il rend d'ailleurs très bien. Et on a choisi le dosseret à l'arrière, donc en bois, qui se coordonne avec les panneaux décors. Ah oui, effectivement. Voilà, le petit dosseret bois, c'est sympa. Ça fait aussi très cinéma ou théâtre. C'est ça. Ça a un côté un petit peu vintage. Exactement. Donc là, on est vraiment sur 10 fauteuils de cinéma classiques, donc il n'y a pas de système relax ou de repose-jambes, mais la volonté, c'était plutôt de faire un espace, on va dire, plutôt fonctionnel. Et puis bon, n'oublions pas que c'est un environnement de travail, donc ils ne sont pas censés passer 4 heures ici en fait, où des gens on est entière. Donc voilà, c'est juste pour visualiser. Dépend, moi, je veux voilà. Peut-être qu'ils le feront, mais j'espère. Mais bon, pour l'instant, non. L'idée, c'est vraiment de projeter des rushs, donc c'est des courts épisodes. Il faut savoir que chez Au Cinéma, on travaille par étapes. Donc on a travaillé avec Bruno, donc on a rencontré tout à l'heure, avec qui on a travaillé sur le projet. Donc on a simulé un environnement avec des plans, donc on a simulé un nombre de places, on a simulé un volume, on a simulé tout un tas de choses pour arriver effectivement derrière à une concrétisation du projet. Ensuite, on est venu prendre les cotes précises de la salle qui nous ont permis derrière de travailler sur ce qu'on appelle des plans d'exécution. Et ces plans d'exécution vont permettre derrière de pouvoir mettre en fabrication l'intégralité de ce que vous voyez ici, parce que tout ça, ça sort de notre atelier. Donc quand je dis ça sort de notre atelier, le traitement acoustique bien évidemment, puisque ça c'est le produit maison, l'estrade. Alors on n'en a pas ici, hein, mais vous verrez dans certaines, voire même la plupart de nos réalisations, on va dire le pendant de l'estrade à l'avant qu'on va appeler une avant-scène, qui est là pour donner un petit côté cinéma, personnalisé de la salle avec un petit ruban LED. Bon, là, il n'y avait pas spécialement besoin. L'idée, c'était plutôt de se concentrer sur l'image. Donc, voilà. Donc là, il n'y a pas d'avancée, mais tout ce qui est menuiserie sort de notre atelier. Donc, ces plans que l'on pourra regarder ensemble permettent donc de mettre en fabrication et derrière, en même temps, à nos équipes de pose qui interviennent après, de poser la salle, puisque tout est livré en kit. C'est un gros Lego. Et alors avec certains ajustements également sur place, parce qu'on n'est pas à l'abri, ce qui était le cas ici. Il y a toujours des contraintes. Voilà, on s'est aperçu qu'il y avait le sol qui plongeait à l'arrière, mais voilà, ça à l'œil nu, c'était pas possible. Donc il y a des petits ajustements, mais globalement tout arrive pré-monté, et notamment concernant le traitement acoustique numéroté. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, j'ai le premier profilé derrière qui porte le numéro 1. Là, j'ai le profilé ici qui porte le numéro 2. Là, le panneau, voilà. Et c'est important parce que, comme je l'ai expliqué, le système est calibré, c'est-à-dire que ce panneau va résonner à une certaine fréquence. Donc, pour résonner à une certaine fréquence,
de par sa taille et donc son poids, il va nécessiter à l'arrière une quantité de ressorts. Donc ce qui fait que ce profilé qui est là va pas forcément être le même, et c'est même d'ailleurs pas du tout le même que celui qui est là, par exemple, etc., etc. Donc tout arrive numéroté, dimensionné. Derrière, nos installateurs vont suivre, alors on va dire un plan qui est assez, je dirais, courant et fréquent, ou plutôt qui va se dupliquer d'une installation à l'autre. On va dire un schéma de pose, voilà, je cherchais mes mots, un schéma de pose qui est érodé. On va commencer par monter la structure du faux plafond, tirer nos câbles, monter notre moquette. Vous commencez par le faux plafond? Alors chez nous, oui, on monte la structure du faux plafond, on part du principe que le faux plafond est plan, on va tirer nos câbles, on va poser la moquette qu'on va protéger. Donc là, savoir que la moquette est montée sous une sous-couche de 9 mm, donc c'est hyper confortable quand tu marches dessus. Il y a un côté, tu marches sur les œufs, tu t'enfonces presque. Et bon, là on est en chaussures, mais en chaussettes ça doit être voilà, même pieds nus. Nos clients, je me permettrai pas, mais quand même. Mais nos clients qui font ça chez eux, en général, sont en chaussons, sont pieds nus, donc c'est vrai que c'est très, très agréable. Donc la moquette est protégée, et ensuite derrière on va venir poser l'estrade, on va venir monter les profilés du système Epidor, les enceintes, les panneaux, la structure écran qui est derrière, avec les enceintes, etc., etc. Bon, puis après toute la partie électricité, domotique, audio, vidéo, et toutes les finitions de menuiserie. J'adore cette finition. Voilà. Vraiment ces panneaux là. Alors c'est tendance, on en voit beaucoup. Ouais, c'est hyper tendance. Ça apporte un cachet dans une pièce comme celle-ci. Ouais. C'est avec la réflexion en indirect, avec les bandeaux LED de côté, splendide. Donc nous, on utilise ce produit pour la partie acoustique, mais pour la partie déco, sachant qu'en fait, on n'a pas besoin de ce produit pour traiter notre salle, puisqu'en fait, le plus gros est fait avec ça. Ouais. Mais c'est vrai que ça donne un petit cachet sympa, et ce qu'on va faire, c'est mettre en avant l'aspect, on va dire, esthétique par les rubans LED qui sont ici, quoi. Donc c'est-à-dire qu'on prend le panneau et puis derrière il y a un façonnage à l'atelier, donc tout ça c'est recouvert avec notre velours. On vient mettre un ruban LED qui va venir se dimmer en intensité, et puis là on l'a reproduit à 4 endroits dans la salle. Alors chaque projet bien évidemment est sur mesure, on travaille avec le client la partie décoration, les couleurs, les matériaux. Là on est sur des fauteuils tissus, mais on va proposer également des fauteuils en cuir. Plus relax, vraiment où tu te poses dedans. Voilà, motorisé, avec des systèmes d'électroaimant, des butt kickers, puisque au cinéma est importateur et distributeur du système butt kicker depuis quasiment sa création, on va dire 2002. Donc il permet en fait de retransmettre en fait par des vibrations sur les fauteuils. Alors pour expliquer, c'est un électroaimant. Un électroaimant que tu viens fixer en dessous, sous les fauteuils. En dessous exactement. Du fauteuil, et qui va faire vibrer sur des fréquences que le caisson de basse, lui, n'arrive pas à reproduire. Si, mais ça accompagne, on va dire de manière physique, le caisson de basse. Donc c'est vrai que ça augmente, c'est un pseudo-effet 4D. Ouais. Ça augmente effectivement les intensités dans les films, les explosions. Alors moi j'adore par exemple sur les concerts. Ça se dose, mais voilà. Donc là il n'y en a pas, c'était pas le but. Et puis après, donc est-ce qu'on met du tissu tendu sur les panneaux? Là il n'y en a pas, donc on est sur la finition velours noir. Ça c'est un velours que l'on fait fabriquer pour nous, spécifiquement pour nous avec notre cahier des charges. Donc il y a également des propriétés acoustiques, puisque on a parlé tout à l'heure d'un système 7.1.4, c'est-à-dire qu'il faut s'imaginer qu'on a des enceintes qui sont cachées. Vous voyez, même là, voilà. Alors d'ailleurs, elles sont où? Alors voilà, vous voyez, elles sont tellement bien cachées. Ouais, moi, je les ai pas vues. Voilà, ici. Voilà. Donc on a la surround qui est là. Ok. Voilà. Et on a la surround back qui doit être ici, voilà, qui est là. Et on a la même chose de l'autre côté. Alors, donc, les surrounds latérales, ici, et puis les surround back qui sont là derrière. Alors qu'il nous arrive des fois de dupliquer quand on a des grandes largeurs, tu dupliques oui, on peut avoir des enceintes plutôt ici, mais bon, là c'était pas le but. Sachant qu'au départ, ils avaient besoin que d'un 5.1, et encore 5.1, c'était vraiment le maximum de ce qu'ils voulaient, quoi. Donc là, on les a équipés en 7.1.4, donc autant dire qu'on est bien au-dessus du cahier des charges. Alors, on a fait quelque chose ici, que l'on fait tout le temps dans nos salles, et que normalement, d'un point de vue purement acoustique, il ne faut jamais faire. Alors je m'explique. Alors vas-y, explique-moi. Je m'explique. Non mais je le dis parce que c'est aussi pour expliquer que
quand on conçoit une salle de cinéma, on va imaginer que ce qu'on a fait ici, c'est exactement ce que l'on fait chez un particulier. Il faut juste imaginer qu'à un moment donné, quand on conçoit une salle de cinéma, c'est du plaisir, c'est du rêve, c'est un moment de partage, et qu'à un moment donné, il faut se détacher de certaines règles. Alors, je vais en prendre une par exemple, pour illustrer ce que je viens de dire. Là, on a quasiment collé la rangée de fauteuils à l'arrière de la salle. Ouais. Ça, on sait que d'un point de vue acoustique, il ne faut surtout pas le faire. Et pourquoi il ne faut surtout pas le faire ? Tout simplement parce que plus on se rapproche du fond de salle, et plus on a ces effets de résonance basse fréquence qu'expliquait Frédéric tout à l'heure, donc les nœuds de pression en fait à l'arrière, qui sont un peu plus prédominants effectivement à l'arrière que sur l'avant de la salle. Voilà. Bon. Maintenant, effectivement, si on tient compte de tous ces paramètres, au final, on ne fait pas une salle qui fait 10 places, on fait peut-être qu'une salle qui en fait 4. Qui en fait 4, ouais. Alors que là, c'est vraiment une utilisation où il faut beaucoup de personnes qui puissent accéder à la salle et qui puissent en profiter. Ou alors on va se dire, je vais faire 10 places, mais comme il faut que je laisse peut-être 1 mètre derrière, je vais tout avancer d'1 mètre, sauf que je ne vais plus mettre un écran de 3 mètres 20, je vais peut-être mettre un écran que de 2 mètres ou de 2 mètres 40, sachant que nos clients, ce qu'ils veulent au départ, le cahier des charges est toujours le même, c'est je veux avoir l'écran le plus grand possible, et puis je vais mettre presque le maximum de gens possible dans la salle, parce que moi, me faire un plaisir solo dans la salle, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est me faire une séance avec ma femme, mes enfants, mes amis, mon frère, voilà. Donc là, on a 10 places. Donc effectivement, alors ceux qui sont là, effectivement, sont un peu moins bien lotis que ceux qui sont devant, qui eux, par contre, sont très très bien placés. Un peu moins bien les effets de surround. Voilà, aussi, exactement, parce que puisque les surrounds sont collés, sur les murs. Alors on les entend très bien, il n'y a pas de problème. Et effectivement, la meilleure place, effectivement, c'est devant. Alors, le main set, c'est là. Voilà. Alors on sait que dans une salle de cinéma, je parle toujours de salle de cinéma chez les particuliers, je ne parle pas de salle de cinéma publique professionnelle, mais on sait très bien que dans une salle de cinéma, chez les particuliers, 80% du temps, on va utiliser en fait le premier rang, et le rang arrière va être utilisé par les amis, la famille, etc. quand ils vont venir. Ceci étant, en général, on est très content de pouvoir participer à un film et se mettre là. C'était un petit aparté, mais je sais que ça peut prêter parfois à certaines questions et je préfère en parler tout de suite. Mais donc ici, on a effectivement une configuration avec 10 fauteuils. Et ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est que ce traitement acoustique, donc, qui répond à une problématique d'ondes stationnaires dans toutes les salles de petit volume, permet avec 11 cm d'épaisseur seulement tout autour de la pièce, de pouvoir amortir les effets de nœuds et de ventre, donc c'est-à-dire réduire la dynamique entre les deux, et donc du coup de laisser quand même une place importante dans la salle pour pouvoir installer les fauteuils et puis maximiser la surface, la distance à l'écran. Parce que quand tu as 30 mètres carrés, tu veux utiliser les 30 mètres carrés au plus possible, et pas que avoir 20 mètres carrés et 10 mètres carrés de cloison. Tout à fait. Et alors savoir que derrière, si on ne fait pas ce traitement, il faut quand même passer par cette étape de ponçage, de peinture, de finition qui coûte de toute façon quand même un petit peu d'argent. Là, on a un produit, on le pose sur le mur, il est fini. C'est-à-dire que là, on arrive, le produit, il est déjà habillé. Donc on a une fonction acoustique, on a une fonction thermique, on a une fonction d'écho, on a une fonction d'intégration, les panneaux se déclipsent. Donc demain, je veux rajouter une enceinte ici, pas de problème, je déclipse, hop, je repasse un câble, terminé, c'est fini. Donc c'est modulaire. Et ce qui fait que 22 ans après, lorsqu'on intervient chez des clients, des anciennes installations, pour faire un upgrade, c'est facile. Donc voilà, alors là ici vous avez une structure écran. Alors qu'est-ce qu'on appelle une structure écran ? C'est-à-dire qu'on a un écran qui est décalé de la cloison arrière d'une certaine distance qui nous permet de cacher les enceintes. Donc là, effectivement, on ne voit rien d'ailleurs. D'ailleurs, c'est une des composantes, on va dire, une des constantes de nos salles, c'est qu'on s'efforce de ne rien voir, le matériel est au maximum caché, donc les enceintes intégrées dans les murs, si possible, effectivement, derrière une structure écran, donc on ne les voit pas. Alors, parfois, on peut être amené à voir le caisson de basse quand on n'a pas cet espace, parce que là derrière, en fait, il faut s'imaginer qu'il y a à peu près 60 cm. Ce qui permet de loger les enceintes. Et voilà, on ne les voit pas, mais on a certaines salles qui sont beaucoup plus petites, et pour éviter d'avoir à réduire la taille de l'écran, on vient coller l'écran directement sur notre traitement acoustique. Et là, du coup, les 3 enceintes principales sont un petit peu dans le même esprit que les enceintes surround et surround-back sont cachées dans l'épaisseur de notre traitement. Et donc, du coup, le caisson de basse vient sortir et puis va trouver sa place là sur un côté. Alors, on ne le voit pas, il est là.
Voilà. Mais là en l'occurrence, ici, on n'a pas eu besoin de le faire puisqu'on a une structure écran, donc tout est caché derrière. Voilà. Donc on a 3 enceintes. C'est quoi d'ailleurs comme enceinte? Alors, parle-nous-en un peu de ces enceintes. Donc pour la partie, pour la partie son, alors on a voulu garder un petit peu le côté cinéma. Donc on a proposé à nos clients de s'équiper avec un système donc JBL Cinéma. Donc d'ailleurs je remercie, comme j'ai pu le faire pour les fauteuils, je remercie la société CSI Freevox en fait qui nous a également accompagnés là-dessus. Donc des enceintes JBL à l'arrière. Donc on a 3 enceintes C211 et un caisson de basse 46-41. C'est, qu'on se le dise, c'est la gamme cinéma. C'est des produits qu'on va retrouver dans des salles. Enceintes haut rendement. Ouais, voilà, avec une sorte de compression, un 38 cm. Le caisson de basse, c'est un caisson passif avec un 46 cm. Donc c'est des enceintes qui sont destinées sur des espaces qui peuvent être aussi un petit peu plus grands, mais qui vont très très bien dans des petites salles comme celle-ci, 30 mètres carrés. À l'arrière et au plafond, on a 8 enceintes identiques, donc également des JBL, mais alors la gamme InWall. Gamme Studio 2, donc là c'est des 6 IW, donc des modèles avec un rapport qualité-prix qui est plutôt excellent, en tout cas ça fait bien le job. Donc là il y en a 4 dans les murs et 4 au plafond. C'est bien d'avoir gardé toutes les enceintes identiques à l'arrière de la salle en surround et en Atmos, ça permet d'avoir une homogénéité au top quoi. Voilà. Alors on utilise nous finalement très peu les enceintes in-ceiling parce qu'elles ont la particularité, et c'est quelque part c'est voulu, mais elles ont la particularité en général ces enceintes in-ceiling, c'est d'être coaxiales et donc du coup elles prennent une épaisseur plus importante et nous pour éviter de redescendre le plafond de trop, alors là encore une fois on n'a pas ce cas de figure parce qu'on a la chance d'être dans une salle qui est haute, mais quand on a une salle qui fait 2,20 m et qu'il faut expliquer au client qu'il faut descendre tout le plafond de 20 cm juste parce que les enceintes elles font 18. Ah bah il fait la tête. Voilà, donc nous en fait on va prendre plutôt des enceintes in-wall parce que le tweeter est décalé et donc elles s'encastrent dans 10 cm. Donc voilà, donc en général nos faux plafonds sont montés à 12 cm. D'encastrement, donc ça permet une meilleure intégration, plus facile. Voilà, donc on est à 12 cm. Donc là on a un petit peu plus mais c'est plus pour la climatisation que l'on a fait ça. Donc et ça, en image? Alors en image, donc là je vais remercier Sony qui nous a accompagnés sur la partie vidéoprojection. Donc l'excellent petit VPL XW5000ES qu'on ne présente plus. Voilà, alors je dis petit parce que dans la gamme, aujourd'hui, il y a le 5000, il y a son grand frère le 7000 qui fonctionne très bien et qu'on a l'habitude d'installer également. Là, le VPL XW5000, c'est un petit bijou. Alors il est juste là derrière, vous le voyez. Il y a certaines caractéristiques qui sont liées à l'environnement. Donc savoir que juste derrière, on a une cabine de prise de son. Donc il fait tous les doublages voix pour les séries. Donc une pièce qui est normalement considérée comme très très calme. Et puis là une pièce qui peut être très très sonore. Donc en fait entre les deux on a un sas où le vidéoprojecteur est fixé. Et donc pour éviter la fuite de son, on a intégré le projecteur derrière une lucarne et on a mis une vitre. Donc ce qui fait que là, même quand le projecteur s'allume, on a quasiment zéro bruit dans la salle. On doit être aux alentours du 7 décibels. Tu as sorti le vidéoprojecteur, tu as sorti aussi le rack technique. Voilà. Ça laisse place nette. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de pollution lumineuse. Voilà. Pas de pollution aussi de chaleur. Non. Pas de dégagement de chaleur. Non plus. Malgré qu'il y a la clim. Je veux dire, les appareils ne dégagent pas de chaleur. Non. Donc ça, c'est vraiment... Non. Appareil qui sera bien évidemment calibré. Donc à savoir que... Alors nous, on est... Au cinéma, on est agréé ISF, moi et mon technicien, qui lui a passé l'agrément ISF il n'y a pas très très longtemps, donc il est certifié niveau 3. Donc ça vous permet de pouvoir calibrer dans les meilleurs... Voilà. Alors c'est un parti pris, on est agréé ISF, donc c'est-à-dire qu'on parle très ouvertement de l'image et on va dire on maîtrise le sujet, on sait de quoi on parle. On fait plutôt appel en fait à des calibreurs, alors surtout sur Paris, voilà. On a des très grosses pointures dans le domaine du cinéma et dont c'est le métier, donc qui interviennent en fait pour faire ce genre de choses. Plus important aussi dans le cadre professionnel. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Ici, c'est, on le rappelle, une salle dans un environnement professionnel. Donc il y a peut-être des clients, il y a aussi des sources où ils vont travailler dessus, regarder la colorimétrie, l'image. Exactement. Donc il faut que l'image elle soit le plus calibrée possible. Exactement. Donc de l'autre côté, un écran transsonore.
Alors micro-perforé, donc sanguin. Là, on est sur une toile référence. Le cadre ne se voit pas. Alors on a très souvent recours à ce type d'écran. Alors ici on n'en avait pas spécialement besoin, mais la plupart du temps on voit sur des salles de cinéma des écrans avec un cadre velours tout autour. En fait, il ne faut juste pas oublier que ça rajoute entre 6 cm et 8 cm en périphérie, et que parfois, effectivement, ces 8 cm, on préfère les mettre dans l'image que dans le cadre. Donc là, effectivement, on est sur un cadre que l'on ne voit pas, donc il est derrière, donc la toile est entissée par l'avant, elle est accrochée par l'arrière, et là on voit il y a des toutes petites perforations. Donc là je remercie notre partenaire LCAVI qui nous a accompagnés en fait pour cet écran. On voit les petits trous, hein. Voilà. Enfin moi je le vois sur le retour caméra, j'espère que vous le voyez aussi. Donc là on est sur une bâche d'image de 3,20 m, format 16/9, donc un format télévision, mais parfaitement adapté à l'utilisation ou le cahier des charges de notre client. Ce qui est le format le plus commun, on va dire, hein, dans toutes les distributions et on y revient sur les plateformes. On y revient. Alors nous qui sommes présents maintenant depuis 2002, je le disais, on a eu du 4/3, on est passé au 16/9. On a eu toute une période en fait où il y a eu, ça a été la grande mode du cinémascope. Alors là, on faisait du 2,35, du 2,40. Avec des lentilles, etc. Sur le... Non, alors oui, alors parfois avec des lentilles, mais sinon non forcément avec des lentilles, mais plutôt en utilisant les mémoires de zoom des vidéoprojecteurs. Et on revient en fait maintenant de plus en plus au format 16/9 parce que finalement, aujourd'hui, nos clients vont consommer du streaming, du Netflix, de l'Amazon Prime, du Disney, des choses comme ça. Et ça, c'est du 16/9. Des jeux vidéo, des retransmissions sportives, des concerts. Voilà, moi, j'adore particulièrement les concerts dans les salles. Et là, c'est du 16/9. Donc finalement, c'est un format qui revient. Donc il n'est pas rare aujourd'hui de trouver des salles qui sont faites en 16/9 ou alors des formats des fois un peu hybrides. Il y a toujours un choix entre est-ce que je prends du 2,35, est-ce que je prends du 16/9. Alors on propose parfois des formats qui sont un petit peu entre les deux, ce qui fait que le passage de l'un à l'autre ne laisse pas une plage énorme ici de bandes noires verticales quand on passe d'un 2,35 à 16/9, ce qui peut être le cas par exemple dans notre showroom. Alors nous dans notre showroom on a un écran de 4,50 m, donc c'est très très large, mais c'est un format cinémascope. Donc dès qu'on ramène ça en 16/9, il nous reste 3,30 m d'image quoi. Donc on perd 60 cm de chaque côté. Ouais. Alors en mode cinéma, on fait waouh, super. Puis effectivement, dès qu'on repasse sur des contenus 16/9, c'est beaucoup plus petit. La question du 16/9 ou alors du 2,35, format IMAX, etc. C'est un choix, un goût de chacun. Oui, alors ça fait partie du cahier des charges au départ. Ouais. On a souvent cette question au départ où les clients, les prospects nous disent mais qu'est-ce qui est le mieux? C'est le 16/9 ou le 2,35? C'est difficile de répondre. Alors, il y a forcément un critère de budget, puisque pour faire du 2,35, il faut un projecteur à mémoire de zoom. Nous, on n'utilise pas de lentilles. Il faut un projecteur à mémoire de zoom. Donc, par exemple, là, le 5000 ne pourrait pas le faire. Ou alors un processeur audio. Voilà. Mais un vidéo, pardon. Un processeur vidéo, donc qui permet en fait de faire de l'adaptation d'image en temps réel. Mais il n'y a pas un format qui est mieux qu'un autre. Aujourd'hui, on dit que le format 16/9, c'est un format générique et qui finalement en fait s'adapte à tout. Donc derrière, je disais donc une structure écran, effectivement. Donc on imagine que si je dépose l'écran, je retrouve exactement la même finition, les mêmes panneaux, mais 60 cm derrière. Alors les cadres qui sont ici se démontent. C'est-à-dire que si demain j'ai besoin d'accéder aux enceintes, alors là c'est vrai qu'on n'a pas pris ce qu'il fallait pour remettre le tissu. Bien le temps si jamais effectivement, parce que là on voit bien, c'est bien mis bord à bord, etc. C'est vrai que les finitions sont tellement impeccables qu'on on a du mal d'y toucher. Mais on sait qu'on si jamais il y a besoin d'intervenir derrière, on peut, on est obligé de démonter toute la salle. Bon, puis l'écran, c'est pareil, l'écran on est à deux, on fait comme ça et on le dépose. Voilà, il y en a pour 2 minutes. Donc sur l'amplification, on en a parlé tout à l'heure, on est allé voir le local technique, donc on a fait le choix de mettre un Yamaha, un RXA 8A, donc dans cette salle, qui est le fleuron de la gamme Yamaha en termes d'intégré, voilà, donc un produit nous qu'on aime particulièrement installer, qui donne d'excellents résultats, même sur cette configuration JBL, et tu as pu l'entendre toi-même. Ouais. Voilà. Verrouillé, je tire. Après, on a la chance d'avoir du haut rendement, donc voilà. Ça permet justement de pouvoir alimenter les enceintes
avec un seul intégré. Je ne sais pas si avec des enceintes avec un rendement normal, basique, ça faut monter un petit peu plus, ça mais le même rendu. Il est costaud? Ouais, il y a quand même du volume. Alors, on va éviter dans une installation cinéma, et effectivement, de par, je dirais, le principe d'absorption de nos panneaux, on va éviter d'utiliser des enceintes en fait où il n'y a pas de rendement, des enceintes hi-fi qui font 85 décibels par exemple. Bon, voilà, c'est pas du matériel adapté pour nos salles, donc on va plutôt privilégier le rendement. Mais c'est un ampli qui a une bonne réserve de puissance. On l'a déjà testé sur d'autres enceintes et ça marche très très bien. En tout cas, ça laisse la possibilité à l'Ubigra de potentiellement rajouter des amplis bien par sûr, la suite derrière. si le client il veut. Tout à fait, exactement. Et monter en gamme, exactement. etc. On a d'autres configurations. Là, à l'heure où je vous parle, on a une autre installation qui est en train de se terminer dans le sud de la France, où on a un système JBL un petit peu dans le même principe, sauf que là, on a 4 subs. Donc là, on a un amplificateur pour les 3 enceintes principales et 2 amplis pour les caissons de base. Donc là, on a un gros niveau de puissance, beaucoup plus que là. Bon, la salle est beaucoup plus grande aussi. Et on a un amplificateur Anthem en amont. Donc on jongle aussi avec les produits, avec les modèles, en fonction des projets, en fonction des fois même des attentes de certains clients qui nous disent, ben voilà, tiens, j'aimerais bien tel ou tel appareil. Donc voilà, on est capable de mettre plusieurs modèles, plusieurs marques en fait dans nos installations. Un petit détail, on a installé un gestionnaire d'éclairage dans cette salle que l'on a programmé ici. Donc on a 6 boutons tactiles. Alors c'est très simple, on a un on-off et on a 5 scènes. Donc quand on rentre dans la salle, on se dit par exemple, là il y a on, je vais lancer une scène. Donc voilà. Et ensuite je reprends la main avec la télécommande dédiée pour pouvoir éteindre la salle ou basculer sur une autre ambiance. Donc on peut changer tout le système d'éclairage, on peut mettre des petites lumières d'ambiance, changer, avoir toutes les lumières allumées, ou alors juste la scène arrière, juste la scène avant. Les scènes sont programmées et on les rappelle soit effectivement par le petit pavé tactile qui est ici, ou directement bien sûr avec la télécommande que l'on a en main. Oh oui, bien sûr. Et hop, on allume. Alors on a parlé d'ailleurs très rapidement de la télécommande. Alors là, quelque chose de très simple, une Pro Control qui permet de piloter l'ensemble des appareils en infrarouge. Donc c'est très intuitif pour nos clients. Donc on va piloter l'éclairage, on va piloter le lecteur Blu-ray, on va piloter la petite box Nvidia, et bien sûr allumer et éteindre le système intégralement, et ça donc sans bouger de place. Donc, ça remplace 10 autres télécommandes, quoi. Voilà, exactement. Alors après on a des télécommandes un petit peu plus évoluées, donc chez RTI notamment, avec soit de la télécommande dédiée comme ça, ou soit de l'iPad, et notamment un système de contrôle en IP. Donc là c'est intéressant parce qu'on envoie des informations à certains appareils qui nous retournent un état. Donc on va connaître effectivement le niveau de volume de l'ampli, on va connaître éventuellement le nombre d'heures d'ampoule vidéoprojecteur. Maintenant sur le laser c'est plus... Voilà. Mais au moins on a un état, on sait qu'on ne va pas demander à un appareil de s'allumer s'il l'est déjà, ou à l'inverse de l'éteindre s'il est déjà éteint. Là on envoie uniquement des informations infrarouges, mais bon voilà, ça c'est complètement indépendant du Wi-Fi, c'est complètement indépendant d'Internet. On va dire que c'est la valeur sûre. Alors voilà comment se présente un plan d'exécution, donc vu de dessus. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que là chaque élément est numéroté, repéré. On voit en périphérie de la salle donc le système Epidor, le système acoustique avec les profilés, les différents panneaux, donc tout est numéroté. L'implantation des enceintes, ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc là on voit bien la structure écran ici. Voilà, donc on a 50 cm entre le panneau acoustique et l'arrière de la structure écran. Derrière, on va rajouter l'épaisseur de la structure écran et l'écran. Donc voilà, ça fait à peu près les 60 cm dont je parlais tout à l'heure. Les 3 enceintes principales, le caisson de base donc, qui est dans l'angle. Les 4 enceintes surround back et les Atmos. Les fauteuils, l'estrade. Tout est représenté sur ce plan technique. Alors ça, c'est la vue de dessus. Et après, on a... alors là, on a le plan de plafond avec l'implantation des spots, les enceintes. Voilà, là, on a une élévation. Alors, ce que l'on voit en bleu derrière, c'est pas des poteaux, ce sont les profilés de notre système acoustique, donc qui sont derrière. Ok. Voilà. Donc tous ces plans-là, tu les fournis aux clients avant la réalisation de la pièce. Oui. Alors, on les donne aux clients pour consultation, avis, questions. Ça leur permet de se représenter aussi. Voilà. C'est-à-dire que
entre ce qu'on va appeler l'APS, c'est-à-dire l'avant-projet sommaire, c'est-à-dire toute la phase en amont de cette étape-là, où on va discuter avec le client, on va élaborer différentes variantes, on va élaborer différentes ambiances, différents budgets également, donc peut-être différentes tailles d'écran, un certain nombre de places également différents, et le plan d'exécution, il peut y avoir des écarts. Donc à savoir qu'entre les deux, il y a une prise de cote qui est faite sur place, et c'est cette prise de cote qui vient vraiment définitivement valider les dimensions précises de la salle. Et c'est à partir de ces cotes que réellement on va pouvoir statuer sur la taille de l'écran. Alors, les écrans sont sur mesure, donc là c'est un 3,20 m. On aurait très bien pu imaginer avoir fait un 3,18 m ou un 3,17 m si on avait eu une proximité aux parois un peu plus faible. On aurait très bien pu imaginer devoir faire une estrade moins haute si on n'avait pas eu cette hauteur sous plafond ici. Si on s'était rendu compte qu'arrivé là, on se tapait la tête dans le plafond, bon, on aurait dû jouer également sur la hauteur de l'estrade. Donc cette partie exécution, cette partie plan vient valider en fait, vraiment le projet de la salle de cinéma et va venir statuer un certain nombre de choses. Donc comme je disais, la taille de l'écran, la hauteur de l'estrade, la position de l'écran, la hauteur des enceintes, le nombre de fauteuils aussi également. La pause café bien méritée. Allez, santé. Santé. Bruno, merci de nous accueillir dans cette salle. C'est toi qui t'es occupé du projet de cette salle de cinéma chez Harry. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Pourquoi cette salle de cinéma ici? Alors, ça s'inscrit dans un projet plus global qui était le déménagement de notre studio dans un endroit qui pouvait accueillir plus de monde, avec la montée en charge en fait, c'est-à-dire plus de projets. Nous devions accueillir donc pratiquement 2 fois plus de personnes. Donc cette expansion nous a permis de choisir un lieu assez extraordinaire et on s'est dit que pourquoi s'arrêter là. Nous avions des espaces attenants à l'espace principal qui nous permettaient de concevoir à la fois un studio son et cette salle de cinéma. L'ambition, c'était de pouvoir déjà regarder les images que nous produisions dans des conditions optimales, effectivement. On doit le dire, hein, voilà. Ouais, voilà. De pouvoir donc apprécier déjà notre production, ça nous permet de faire, si vous voulez, du review de nos images, mais aussi de pouvoir accueillir des prestataires et de leur montrer ce que nous sommes capables de produire dans des conditions qui sont dignes d'un cinéma. Voire même mieux. Oui, ça, je pense que Fred... Normalement, si on a bien travaillé, oui. Ouais. C'est vrai que ce qui est très impressionnant, en fait, c'est déjà d'une part, c'est le côté, l'acoustique, en fait. Si je me souviens bien, il y a un système breveté. On en a parlé effectivement avant, Voilà, qui permet vraiment de se sentir dans un petit cocon et bien que les lieux attenants soient pleins d'activités, ici on se sent vraiment à l'écart. Ça nous permet de nous ressourcer et de profiter justement de cette salle assez incroyable, il faut dire. Le fait que cette salle soit utilisée pour montrer vos programmes, etc., de faire une review de vos programmes, il y a forcément un cahier des charges assez spécifique pour ça. Et tu as donné ce cahier des charges, tu l'as fait toi-même, tu l'as donné avec l'aide de Au Cinéma, ils t'ont aidé sur ces différents points. Comment ça s'est passé? Alors, comme tout projet, au départ, j'ai sollicité donc différents spécialistes, différentes entreprises, justement avec un cahier des charges un petit peu spécifique, dû à la nature des lieux et puis à nos exigences, nos besoins. On avait une idée de ce qu'on voulait précisément. Et du coup, comme dans tout projet, on met les différents prestataires en concurrence et on s'est retrouvé en fait face à vraiment des discours complètement différents d'un prestataire à un autre. La plupart en fait ne donnaient pas trop de visibilité sur
sur les coûts inhérents. Il fallait vraiment aller à la pêche aux informations. C'était un peu flou, quoi. C'était un peu compliqué. Histoire de noyer le poisson. Voilà, on avait l'impression que les devis, tout n'était pas très clair, etc. Et c'est ce qu'on a vraiment apprécié avec Au Cinéma, c'était cette transparence-là. T'as joué carte sur table, quoi. T'as dit, c'est pas parce que c'est un professionnel que... Ah, pas du tout, non, voilà, pas du tout. Non, on l'a traité comme tous nos autres clients, c'est-à-dire très bien. Mais non, on n'a pas fait de différence. Maintenant, voilà, c'est un milieu professionnel, donc il y a certaines particularités qu'il a fallu effectivement considérer au départ. Mais non, on a traité le client Harry comme tous nos autres clients. D'ailleurs, c'est quoi ces particularités que tu parles dans cette pièce? Est-ce qu'il y a eu vraiment des contraintes très spécifiques où il fallait absolument pas contourner? Déjà la contrainte des lieux, il y avait un poteau qui était placé au centre, donc on a bien voilà, on a repensé les espaces. Il fallait vraiment qu'on soit dans des conditions agréables en fait. Donc il y avait le côté bien sûr qui nous évoque toujours les salles de cinéma. On voulait un espace assez sobre. Les fauteuils rouges. Voilà, les fameux fauteuils rouges. On voulait qu'il y ait une qualité acoustique et une qualité aussi visuelle. Donc voilà. Sur l'image. Sur l'image. Donc on a eu des très bonnes recommandations avec une toile micro perforée, un rétroprojecteur qui est apparemment digne de ce nom et on l'a déjà vu. Vidéoprojecteur, oui. Parce que là je sens que les gens qui vont nous regarder, tu as dit rétroprojecteur, alors ils vont râler en mode non, c'est vidéoprojecteur. On commence. Donc oui, cette salle elle correspond vraiment à nos attentes parce que elle est déjà très agréable, il y a une belle moquette, donc dès qu'on rentre dans cette salle, on se sent bien accueilli et on sait que voilà, c'est un espace de détente, mais qui nous permet aussi d'avoir une qualité d'image et une qualité sonore qui correspond vraiment à nos exigences. Donc vraiment, merci de tes conseils éclairés. Du coup, nous avons un vidéoprojecteur 4K Sony qui est vraiment, donc c'est du 4K natif. C'est dans sa gamme ce qui se fait de mieux. Voilà, donc on a trouvé un équilibre en fait entre une salle de cinéma, comment dire, qui coûte pas un prix exorbitant, mais qui reste quand même très très qualitative. Et c'est là-dessus que déjà on remercie Au Cinéma de nous avoir bien conseillé. Et ce qui a été aussi très très impressionnant, c'est la rapidité en fait de mise en place de cet espace en fait. À partir du moment où voilà, certaines choses étaient prêtes pour que Au Cinéma puisse travailler, et bien ça a été pour nous. En clair, t'as signé, ils étaient déjà devant la porte, quoi. Presque, ils étaient là, ils sont arrivés et ils ont fait ça à une vitesse incroyable. Tout est bien pensé. Les travaux ont duré combien de temps à peu près? 2-3 semaines. D'accord. 2-3 semaines. Mais entre le moment où nos équipes sont arrivées le premier jour avec les premiers morceaux de moquette, de plafond, de traitement acoustique, et la réception vraiment technique de la salle, il s'est écoulé 2 semaines et demie peut-être. Ouais, 2 semaines. D'accord. On avait d'autres chantiers en parallèle. Je peux vous dire que celui-là, c'est celui qui s'est passé le plus rapidement possible. Sans accroc. Et ce qui est respectable aussi, c'est la qualité des finitions. C'est vraiment, on sent que c'est haut de gamme. Donc voilà, on était impressionnés. Et du coup, maintenant... maintenant, tu peux en profiter. Parce que ça sert aussi une salle de détente. Est-ce que les employés peuvent aussi en profiter? Alors c'est l'idée, là il va y avoir justement, on est en train d'en discuter, mais on va faire des projections pour en faire bénéficier exactement nos employés. Donc la salle n'est pas forcément très très grande, mais on va s'organiser pour que ça soit un espace aussi de détente au-delà d'un espace juste pour regarder. Double emploi, c'est top. Voilà. Et je me souviens effectivement, Bruno, je sais pas, au tout début quand on a commencé à discuter de ce projet, et je t'avais demandé de quoi tu avais besoin sur le plan sonore.
nombre de canaux, en fait, tout simplement. Et effectivement, tu me disais, nous, on mixe au mieux en 5.1, puisque au final, ce qu'on produit ici, la plupart du temps, c'est regardé sur un téléviseur. Donc, et je t'avais dit, c'est dommage de ne pas aller au-delà, et certain que derrière, cette salle allait servir à autre chose. Je t'avais dit, on va l'équiper comme on fait toutes les autres, c'est-à-dire Dolby Atmos, donc il y a des enceintes sur les côtés, à l'arrière, au plafond, et on sait que derrière, au-delà de l'aspect vraiment purement outil de travail, c'est une salle qui va pouvoir être utilisée à des fins de détente, de loisirs, et c'est vrai que ça serait dommage qu'elle reste comme ça et sans être utilisée plus que pour projeter des rushs, quoi. La salle est toute neuve, hein. Elle est vraiment toute neuve. Y a-t-il des évolutions futures déjà programmées pour peut-être caler avec vos futurs projets? Nouveau vidéoprojecteur, nouvelle amplification, j'en sais rien. Il y a quelque chose qui arrive prochainement, ou alors on profite de la salle comme ça et on voit ce que ça donne. Alors la salle, comme elle vient d'être réalisée, en fait, ce qui est bien, c'est elle a été pensée justement pour s'inscrire dans... Enfin, elle est déjà prête à nos projets tels qu'ils vont évoluer. Donc, notamment en termes acoustiques, comme tu le disais. Après, ce qui est faisable aussi, c'est de changer, mais quand on en aura besoin, le vidéoprojecteur, en fait. La salle, en fait, il y a une petite pièce attenante, une salle technique, en fait, à l'arrière, qui permet donc d'avoir accès directement au vidéoprojecteur. On peut imaginer différents scénarios. Pour l'instant, on est déjà très très satisfait, donc on n'imagine pas tout de suite son évolution. Mais il faut savoir qu'il y a un système qui nous permet de contrôler depuis cette salle-là tous les différents équipements, donc à la fois l'audio, l'éclairage, l'image bien évidemment, et la diffusion via différents supports. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'aussi on a une offre clé en main. À partir d'une seule télécommande, on peut avoir accès à tout. On a juste à se poser et voilà. Donc ça peut servir pour n'importe quelle personne débutante ou qui ne connaît absolument rien sur l'électronique de pouvoir utiliser la salle. Oui, moi je vous avoue, secrètement, je rêve d'avoir ça à la maison, mais pour l'instant, je n'ai ni l'espace, ni les finances, mais d'avoir ça sur son lieu de travail, et justement si les gens peuvent en bénéficier, c'est vraiment un confort et c'est un lieu de détente aussi, et de bien-être, il faut le dire. Merci beaucoup de nous avoir donné ton avis. Merci. On va continuer la petite visite. Et là, vite, vite! Poussez le différencier! Je fais le tour! Là, je vais te poser la question fatidique. Tu le sais, Frédéric? Ouais. The question. Combien ça coûte? Tu me l'as sorti de la bouche là. On y est, oui, on y est. Bien sûr. Là, moi-même, je ne connais pas la réponse et j'ai une petite idée quand même. Ouais. Mais je veux que tu me dises si moi je veux, pas en tant que professionnel, mais en tant que résident d'une maison ou d'un appartement, je souhaite une salle comme celle-ci, à peu près cette superficie. Chez toi. Ces finitions-là. Partout en France. Partout en France. Savoir que là, on intervient. Alors nous, on est à proximité de Roissy, mais on intervient partout en France, voire également à l'étranger. Donc il y a aussi un coût logistique. Oui, bien sûr. Je parle en France. Mais voilà. Combien ça coûte en France une salle de cinéma réalisée par Au Cinéma? Donc une salle comme celle-ci, donc d'une 30aine de mètres carrés. Alors selon les équipements, selon les fauteuils, selon la décoration, selon tout ça. On va dire qu'une salle comme ça, là, ça va être entre 60 et 90 000 euros. Avec ces finitions-là, ce vidéoprojecteur, cette électronique. Voilà, alors avec cette électronique, avec ce vidéoprojecteur, avec ces fauteuils, mais je donne une fourchette parce que je sais que dans cette fourchette, on va être capable également de moduler et d'arbitrer des choix sur les fauteuils notamment, sur la partie écran, sur le vidéoprojecteur. Donc quand j'ai une fourchette de 60 à 90 000 euros, c'est pour ainsi dire qu'en dessous de 60 000 euros,
Quand on part de rien, c'est quand même compliqué, c'est très compliqué. Je dis 90 000, comme j'aurais pu dire 100, comme j'aurais pu dire 150, oui, comme parce j'aurais pu dire 200. Concrètement, il n'y a pas de limite. La limite, c'est... Aucune. C'est le client. Aucune. On veut se faire plaisir en imaginant que dans une même surface, on veut y mettre un projecteur, le très haut de gamme de chez Sony, le GTZ 380, qu'on veut y mettre un écran avec une toile à gain, que l'on veut y mettre un autre système acoustique que celui-ci. Alors là, et toi-même tu sais, on peut, là on a l'embarras du choix pour faire quelque chose de vraiment très qualitatif. Des fauteuils en cuir avec des systèmes d'électroaimants, de la toile tendue, des panneaux décors un peu plus léchés, de l'ébénisterie, des choses comme ça, même travailler sur le plafond, un ciel étoilé. Bon, voilà. On peut aller très loin. Mais pour cette superficie, avec, on va dire, ces finitions-là, si je donne une fourchette, le traitement acoustique, c'est de l'ordre. Voilà, si je dis entre 60 et 90. 80. Bon, voilà, c'est à peu près le budget qu'il faut avoir une idée. Hein. Voilà, exactement. Bon, je vais économiser. Hein. Alors, à savoir qu'on fait du clé en main, c'est-à-dire qu'on intervient dans des pièces qui, au départ, sont brutes de parpaing. Les clients disent, voilà la pièce, je veux une salle de cinéma. Donc, c'est-à-dire qu'il faut s'imaginer qu'au sol, il y a un béton, poutre alourdie, des parpaings. Et on part de rien, donc c'est-à-dire qu'on fournit les fauteuils, on va fournir... T'as les 4 murs et tu te débrouilles avec ça. Voilà. On sait faire beaucoup de choses dans nos salles, hein. On a des poseurs qui sont très polyvalents, qui vont être capables d'installer un projecteur, d'installer des enceintes, monter des panneaux, mais également couper de la moquette, faire des raccordements électriques, fixer des fauteuils. Oui, c'est hyper... découper en toile les ébénisteries, on a plusieurs cordes à notre arc. Maintenant, il y a un certain nombre de travaux préparatoires qui sont faits dans la salle, on va dire plutôt par des entreprises locales. Donc j'imagine que, par exemple, quand on fait une salle, je sais pas moi, sur Bordeaux, sur Cannes, sur Nice, s'il y a des travaux de plâtrerie, on ne va pas déplacer un plaquiste de l'Oise, ça n'aurait pas de sens. Donc on va faire intervenir un plaquiste à proximité, pareil, un climaticien, s'il y a besoin de faire des entretiens sur les filtres. C'est plutôt des entreprises locales, comme l'électricien, comme les menuisiers, s'il faut installer une porte. Voilà. Donc ça, c'est des choses que l'on recommande au départ. Donc on travaille avec des architectes ou directement avec les artisans, on échange des plans et on intervient dans des pièces où on a déjà déterminé le volume, où était la porte, où étaient les arrivées électriques, où est-ce qu'arrivait la clim, etc. etc. Ben voilà, t'as répondu, super. Voilà. Merci pour cette réponse. J'espère avoir été le plus précis possible. Si en tout cas ça donne envie à certains d'entre vous de passer le cap et de se dire tiens, j'ai une salle de cinéma chez moi. Alors, vous savez qui contacter. On a 22 ans d'existence, là, donc cette année, on fêtait nos 22 ans. On réalise entre 20 et 30 salles par an, donc depuis 22 ans, donc je vous laisse compter le nombre d'installations qu'on a pu faire. C'est un marché qui est tout sauf local, donc c'est-à-dire qu'on intervient, comme j'ai dit tout à l'heure, partout en France, mais aussi à l'étranger. Donc nos équipes sont amenées à se balader très fréquemment. On a un showroom à Senlis, à Roissy. On a pour habitude de venir chercher nos clients quand ils veulent se déplacer. On va les chercher à Roissy, à l'aéroport ou à la gare TGV. On les emmène chez nous pour leur faire une démo. Donc dans notre showroom, ça permet également de voir les matériaux, les fauteuils, etc. Et puis de mettre un petit peu aussi des visages sur des noms des gens qu'on a eu au téléphone. Donc soit moi ou mon associé Lodoïc qui est très souvent au téléphone avec les clients. Donc on a le plaisir de les recevoir chez nous à Senlis. On y est. Territoire ennemi en vue. Côte dans 60 secondes. Comanche de Daguerin. Situe. Comanche. Situe clair. Bon, on était un peu dans cette salle. On a regardé Top Gun Maverick, que je connais par cœur. Première impression déjà, quand je rentre dans la pièce, ce côté zénitude, comme tu disais, le silence, l'impression d'être dans un sas. C'est exceptionnel, hein. Vraiment. On est coupé du monde, limite. Niveau finition, j'ai trouvé que la salle, elle était, picobello. Il n'y a pas un seul truc qui dépasse. C'est vraiment très bien exécuté. Alors rapidement, je trouve que la salle, elle est très sobre. Même un peu trop pour moi, mais c'est une question de goût, hein, forcément. J'aime bien ce côté éclairage, tu vois, un peu intimiste quand tu changes les scènes. Ça, c'est super, de pouvoir allumer devant, allumer derrière uniquement, ou même un côté liseuse. Parce que tu pourrais très bien prendre un bouquin et te poser, et puis
commencer à lire. C'est exactement ça. L'image, elle est folle. Alors, je connais par cœur ce vidéoprojecteur, donc je savais déjà que l'image allait être top. Il n'y a pas d'artifice, rien du tout. Là, on est sur un lecteur Blu-ray branché directement sur le vidéoprojecteur, enfin via l'ampli. Mais je veux dire, il n'y a pas de processeur vidéo derrière. C'est déjà très très bien comme image, vraiment. C'est un petit lecteur. Hein. Et c'est un petit lecteur. 800, donc, sur une grande base d'image comme ça, vaut mieux de la 4K. Parce qu'on est quand même assez proche de l'écran. La périphérie est très bonne, hein. On a un super angle de vision, on voit très clairement l'écran, c'est super. La finesse de l'image, elle est sublime. Il y a beaucoup de piqués. Vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, que j'adore ce vidéoprojecteur. Et ça sera certainement un prochain investissement pour ma part, pour ma salle de cinéma. Mais voilà, j'adore ce vidéoprojecteur Sony, je le trouve super. Et c'est vrai que c'est difficile sur ce tarif-là de faire mieux. On est d'accord. On est sur un budget très contesté sur les vidéoprojecteurs. On rentre dans le haut de gamme, on rentre dans le home cinéma, mais on rentre aussi dans le côté cinéma privé. Assez de luminosité pour cette pièce parce que la luminosité ambiante est entièrement contrôlée avec le velours noir, on a le plafond noir aussi, donc il n'y a pas de fuite de lumière. Tout est géré, contrôlé. J'ai pas eu une sensation de tiens, il faudrait qu'ils soient un petit peu plus lumineux. Alors c'est sûr, un 7000 forcément voire mais plus. Mais bon, peut-être qu'à l'avenir, hein, ils en auront peut-être l'utilité ici. Au niveau sonore, quelle claque. Quelle claque, parce que avec ce traitement acoustique, on a envie de faire toujours plus fort, de pousser le son, parce qu'on n'a pas l'impression d'être agressé. Le duo entre Yamaha et les enceintes JBL, ça marche très très bien. Ça porte aussi très bien les hautes fréquences qui sont, je trouve, parfois sur les JBL un peu en retrait. Mais c'est ce qu'on veut, c'est ce côté cinéma des médiums qui prend le on est vraiment sur une enceinte cinéma. Voilà, on est sur une enceinte cinéma, donc ça aurait pu aller beaucoup plus haut en termes de haute fréquence, mais on veut vraiment l'aspect cinéma des enceintes. Et moi j'aime beaucoup hein, ce rendu-là. L'ambiance des surrounds, très très bon. Les surrounds diffusent, sans mauvais jeu de mots. Oh, c'est bien joué ça. C'est pas mal. Je la fais souvent, tout le temps. C'est pas mal. Mais effectivement, il y a vraiment une ambiance derrière, un univers surround qui agit, notamment là sur Maverick, avec les avions qui passent à gauche et à droite. Qu'est-ce que... C'est quoi ça, putain, c'est quoi ce délire? On a l'impression qu'il y a une rangée d'enceintes jusqu'ici qui fait tout le tour. Et le son se déplace. Pareil au niveau des Atmos, hein, ça nous retombe dessus. 4 Atmos, c'est parfait pour entourer tout cet univers-là. Le caisson de basse, il a de l'impact. Il pourrait fonctionner plus fort. Là, il a été calibré pour l'utilisation de la pièce. Je trouve qu'il pourrait encore aller plus loin dans les infras et tout. Tu m'as confirmé que vous avez baissé le niveau. Oui, on le chatouille un petit peu là. Voilà. Je verrais bien un deuxième aussi. Ouais, moi aussi. Hein ouais. C'est totalement possible, parce qu'il y aurait juste à enlever un panneau, de loger le deuxième. Après, c'était aussi un vœu du client d'avoir qu'un seul caisson de basse, je pense. Peut-être que par la suite... Oui, disons que par rapport au cahier des charges qui nous avait été proposé, c'était largement suffisant pour mixer et regarder des épisodes de Grizzly et Lemmings. Un sub 46-41, ça va. Alors, ça va très bas. Il est quand même... très bas en fréquence, hein. On a des infras, ça c'est clair. On a même des fois le canapé qui vibre. Il n'y a pas de butt kicker, non, mais ça me manque pas. Les critères sont respectés pour faire une salle de cinéma, pour faire un cinéma privé. Parce que là, on n'est pas dans le home cinéma, on est dans le cinéma privé. Voilà, exactement. C'est important, cette nuance. C'est important, cette nuance. On est sur un matériel quand même assez haut de gamme. Et donc une finition haut de gamme, un traitement acoustique aussi derrière. Dans le home cinéma, il n'y aurait peut-être pas un traitement acoustique aussi poussé, il n'y aurait pas du matériel aussi poussé. Donc c'est vrai qu'ici, on est sur du cinéma privé. En plus, dans le domaine professionnel. Donc on est l'avantage d'être dans une salle dédiée, donc il n'y a pas eu de concession, de compromis à faire avec une fenêtre, une baie vitrée, un couloir, une cheminée... Non, c'est-à-dire que là, on a vraiment pu se consacrer sur l'efficacité de la pièce, donc
Voilà, on a juste une porte, quoi, c'est tout. Et quelle porte? Ouais. Parce qu'elle aussi, elle est très lourde, elle est spécialement faite aussi pour couper le son, que le son ne rentre pas dans la pièce. Il y a un système de sas. Parce que de l'autre côté, parce qu'on a parlé de la pièce qui était là, mais il faut aussi rappeler, c'est que de l'autre côté, il y a des bureaux. Donc il y a des gens qui travaillent en fait juste et au-dessus. Il y a des gens qui travaillent au-dessus, il y a des gens qui travaillent à côté. Donc Voilà. forcément, il fallait aussi compresser le son qui reste à l'intérieur de la pièce et non pas qu'il aille un peu partout. Je suis un peu essoufflé. Rien que pour vous, j'ai monté 3 étages pour vous montrer une superbe vue sur l'ensemble des bureaux. C'est magnifique, vous allez voir. Regardez. Alors on était donc dans cette salle de cinéma, donc je vous ai fait découvrir un peu cette magnifique salle et on va un peu discuter encore de Harry. J'ai quelques questions, j'ai pris mon anti-sèche. Alors la première question, c'est combien de personnes travaillent ici dans les locaux? Aujourd'hui chez Harry, on a à peu près 130, mais entre le studio d'Angoulême et le studio de Paris, et à Paris à peu près la moitié. Donc on est à peu près une soixantaine d'artistes, principalement, qui travaillent ici. Et on est en pleine croissance, donc on a justement un peu de place disponible pour doubler les capacités du studio. Et d'après nos prévisions, à la fin 2024, on aura doublé. Donc on sera à peu près un peu plus de 200 entre Paris et Angoulême et plus de 100 ici. Donc il y a du recrutement. Il y a du recrutement pour développer cette branche-là, pour développer vos activités. On va doubler de taille d'ici 2024 quand on accroît le nombre de productions. Là, on est en train de produire simultanément, par exemple, un spécial Noël pour Mystery Lane. On termine la production de la saison 4 de Grizzly et les Lemmings. Déjà 4 saisons? Ouais, on entame la production d'une nouvelle série qui s'appelle Wheezy et les Lemmings. Et on est en développement sur Baby Lemmings. Donc, c'est-à-dire qu'à un instant T, on est sur 4 productions à différents stades de matériel simultané, alors quand on a commencé, on faisait vraiment une production à la fois. Et c'était très très différent, parce que du coup, dès qu'on terminait une production, les talents repartaient s'égayer dans la nature. Et là, on a la possibilité de construire avec des talents qui sont fidèles aussi à Harry et sur lesquels on peut compter. Alors quand tu parles de talent, je vais rebondir là-dessus, c'est quel métier compose justement Harry? Il y a, sans forcément rentrer dans les détails, parce que j'imagine qu'il y en a plein, mais les principaux métiers dans l'animation pour faire des dessins animés comme celui-ci. Alors oui, déjà il faut rappeler qu'on fait tout en France au sein du studio. Ça c'est super important, effectivement, c'est français. Donc totalement. Vraiment, donc il n'y a aucune prestation en Chine, en Inde, comme ça se faisait à une époque. On fait vraiment tout. Et depuis la création du studio en 2006, on a toujours tout fait en interne. Parce que pour nous, c'était un gage à la fois d'indépendance, de maîtrise de notre destin et de maîtrise artistique aussi. Donc on a toujours tout fait en interne. Et c'est vrai que faire un dessin animé, ça implique énormément de métiers différents. Donc si je vais rapidement, il y a d'abord comme l'écriture. Et il se trouve que Antoine Rodelet, mon associé, avec qui j'ai fondé Harry, et moi-même sommes un duo d'auteurs. Donc on développe ici des créations originales, c'est-à-dire que c'est des IP, donc des propriétés intellectuelles qu'on crée. Donc on ne va pas acheter une licence de BD, une licence de jeu vidéo pour en faire un dessin animé, c'est vraiment des créations originales. Donc l'écriture pour nous est fondamentale et on la met vraiment au cœur du processus. Et ensuite il y a énormément de talent pour transformer cette promesse qui est encore un scénario en dessin animé. Il y a forcément des réalisateurs, il y a des character designers qui font le dessin des personnages, il y a des concept artistes et des directeurs artistiques qui travaillent sur les décors d'abord en 2D. Puis ensuite il y a toute la partie 3D, donc il y a la modélisation des personnages, modélisation des décors. Il y a les textures, le shading, en gros les matières des décors, parce que comme c'est de la 3D, forcément, en fait, tout est créé, tout est informatique. Et donc, on peut décider d'une couleur par une texture et d'une matière par le shading. Donc, ça va être la manière dont la matière réfléchit la couleur. Et il y a ensuite un peu cette technique qui est le rig, qui permet de créer des squelettes aux personnages qui sont animables. Ensuite, il y a le layout, qui est une sorte de mise en œuvre de la mise en scène en 3D, mais pas encore totalement animée. Ensuite, il y a l'animation.
Il y a ensuite toute la partie production image, donc du lighting. Et à chaque fois, ça, c'est des métiers différents. C'est des métiers différents, c'est des spécialités différentes dans... C'est ça. Lighting rendu compositing. Et puis ensuite la post-production sonore où on enregistre à la fois des voix des comédiens, on fait du bruitage sur mesure, puis on mixe tout ça. Donc ce qui est fait à l'extérieur, c'est finalement la partie bruitage, que là ça implique un gros audit pour faire du bruitage. Donc là vous faites appel à un prestataire externe. Ouais, c'est ça. D'accord. Et puis la musique est faite aussi par des musiciens qui ont leur propre studio. Donc voilà, par contre nous on vient mixer tout ça ici en interne avec un studio mix équipé 5.1 justement pour faire des mix qui sont compatibles avec notre salle de proj. On est où ici? Dis-moi. Alors on est dans le studio son de Harry. Je m'appelle Alexandre. C'est moi qui fais tout le son des productions chez Harry depuis quasiment l'origine. Je suis probablement celui qui est là depuis le plus longtemps avec Jocelyn et Antoine. Le studio il est tout neuf, il vient juste d'être terminé. En même temps que la salle de projo. Comme on travaille sur du dessin animé, il y a beaucoup de création. Hein. Donc toi tu reçois l'image et tu dois adapter le son à l'image, c'est ça, avec une cabine de doublage derrière? Moi je travaille malheureusement pas sur une image définitive. Donc moi en fait je travaille sur une étape de l'image qui s'appelle l'animation. Donc l'image est animée, il n'y a pas les textures, il n'y a pas les éclairages, il n'y a pas les effets spéciaux. Alors il manque pas mal de choses, il y a le mouvement, les personnages, les bouches et l'intention. Ça te suffit pour caler la musique, le son, les paroles dépend. Alors la musique c'est pas moi qui l'a fait, moi je la traite une fois qu'elle est fabriquée. Donc l'image que je touche moi, voilà, c'est une image qui ressemble à ça. Zéro texture, zéro lumière. Par contre ça bouge déjà. Je demande à la réalisation de me faire une note d'intention. Les choses que éventuellement je vois pas, s'il y a des effets spéciaux qui sont pas faits, je peux pas les deviner. Et s'ils ont besoin d'être sonorisés, il faut me le dire. Et puis il faut me donner aussi les intentions globales. Il y a beaucoup sur Grésy, il y a beaucoup d'objets magiques, des trucs qui font des trucs un petit peu bizarres. J'ai besoin que la réal me dise dans quelle direction au niveau du sound design moi je dois aller. Les premiers trucs que je fais, c'est poser de l'ambiance. Ensuite je fais ce qu'on appelle le sound design, basiquement parlant, tout ce genre de son. Là c'est des papillons. Et c'est après toi qui distribue chaque son sur chaque enceinte pour faire le 5.1, etc. Ça peut m'arriver de faire effectivement de la distribution en 5.1 sur certains effets ou certains trucs. La plupart de ce genre d'opération, ça se fait au mixage. Donc une fois qu'on a rassemblé tous les éléments sonores de l'épisode, on mélange tout ça, on fait du panoramique et on fait le mixage. C'est ici qu'on fait le doublage des différents épisodes, par exemple des productions Harry, etc. J'ai l'impression d'être un acteur, c'est génial, ou un chanteur. Ouais, je passer mon temps ici à doubler. Alors, regardez, il y a une petite télé qui vous permet de voir le film, l'animation, et après, on fait le doublage. C'est extrêmement compliqué, mais vraiment très très compliqué. Il y a énormément de métiers différents qui sont toujours des métiers hautement créatifs et chacun, au fur et à mesure de la production, vient apporter sa pierre à l'édifice et le réalisateur est là pour faire en sorte que tout le monde aille dans la même direction et c'est comme un chef d'orchestre et faire en sorte que vraiment chaque plan ressemble à ce que la promesse qu'on avait dans l'écriture. Vous avez voulu à la base, oui. C'est ça. Du coup, nous ici, on est au département Look Dev, c'est-à-dire qu'on reçoit donc toutes les modélisations, les sculptures 3D neutres, grises, et on va donner toutes les informations de matière, de comment ça réagit à la lumière, si c'est du bois, du métal, etc. On va donner toutes les informations de couleur pour que ça parte après au département suivant. Et on va travailler du coup sur des logiciels pour peindre, que ce soit des petits motifs, les effets de matière, que ce soit de la pierre, etc. Par exemple, ici, je pourrais avoir envie de rajouter un motif supplémentaire pour le bien de la narration. Et du coup, je vais
avec ma tablette, vraiment, je peux dessiner comme je le souhaite, en récupérant des informations déjà données ou alors en rajoutant des petits dessins comme moi j'en ai envie. Je vais faire en sorte en fait que l'objet il n'ait pas l'air sorti d'usine non plus. On veut faire en sorte qu'il ait vécu, donc on se dit peut-être qu'il a été un petit peu abîmé sur le côté, ou peut-être que quelqu'un a mis un petit choc en fait, et on va faire en sorte de dessiner ces petites arêtes qui ont un petit peu vécu. Par exemple, voilà, rajouter des petites zones plus claires, on va pouvoir les colorer après ces petites zones, pour faire en sorte que l'objet il ait le plus de vie possible. Voilà. Merci beaucoup. Mais de rien. Donc voilà, j'ai un design que je dois évidemment respecter. Donc voilà, le design il est derrière. Et par-dessus, moi je viens mettre le volume, la géométrie, de sorte que ça colle au mieux au concept qui a été établi. Tu diffuses sur quelle plateforme ces dessins animés, ces animations? Les dessins animés de Harry sont diffusés sur toutes les plateformes. Donc une série comme Grizzy et les Lemmings, qui est un cartoon slapstick. Qui fonctionne très très bien à l'international, mais en France aussi bien sûr, et diffusé à la fois chez des partenaires linéaires classiques, donc des chaînes comme France Télévisions en France, BBC en Angleterre, ABC en Australie, donc des chaînes dites linéaires. C'est exploité aussi en Pay TV, donc là on travaille avec les chaînes du groupe Warner, et c'est diffusé également sur des plateformes SVOD et notamment Netflix partout dans le monde. Et il y a même une exploitation, ce qu'on appelle en AVOD, donc en chaîne YouTube, où là on exploite juste des extraits des épisodes. Donc on peut retrouver par exemple Grizzy sur YouTube. Ouais, tout à fait. Aussi, d'accord. Ouais. Et ça fait même 1,5 milliard de vues par an. Ça devient assez colossal. Et on est en train d'approcher les 10 millions d'abonnés bientôt. Là on est à 8,5 millions, donc on aura le diamant. Alors, autre question, comment on fait une série à succès comme ça? C'est quoi la recette? Alors la recette, c'est beaucoup d'expérience d'abord, parce que le studio il a près de 18 ans. Et Grizzy et les Lemmings, dans le registre, disons, ce qu'on appelle le slapstick aux États-Unis, donc c'est du cartoon non dialogué, donc c'est non-verbal. C'est extrêmement exigeant en termes de narration, parce qu'il faut trouver la manière de rendre les intentions des personnages toujours parfaitement compréhensibles, sans dialogue. Et on n'est pas formé à ça, parce qu'on est formé à faire du scénario avec des dialogues, tous les gens qui sortent des écoles sont formés à ça, donc c'est vraiment très complexe à faire. Et Grizzy et Lemmings, pour nous, c'est un peu l'œuvre de la maturité, disons, parce qu'on a travaillé le slapstick depuis longtemps, et on a, donc au fur et à mesure, donc on a commencé par des formats très très courts. La première production de Harry, c'était un dessin animé de 52 fois 1 minute, mais qui nous permettait de mettre le pied à l'étrier et puis de tester notre capacité à faire de la 3D et une petite narration slapstick. Et sur cette première expérience, ça a été hyper intéressante pour nous, parce qu'on a pu découvrir finalement l'ensemble des métiers de l'animation en tout petit format et en prenant moins de risques financiers. Et c'était aussi moins de risques pour nos partenaires diffuseurs. Et donc on a beaucoup appris, mais après on a énormément continué à apprendre au fil de l'eau. Ensuite on a fait une série de 3 minutes, etc. Pour arriver aujourd'hui à avoir mis en place aussi un système d'écriture un peu plus à l'américaine, comme on dit, puisqu'on a une salle d'écriture où on regroupe 4 à 5 talents. Donc en général, c'est des réalisateurs, des storyboarders et un directeur d'écriture pour brainstormer ensemble sur un scénario de Grizzy. Mettre ça en place, c'est pas venu tout de suite, quoi. Ça demande vraiment pas mal il faut expérimenter beaucoup avant d'arriver à créer cette alchimie de travail entre des cerveaux qui brainstorment ensemble. Et puis après, on a eu la chance aussi d'avoir des talents en termes de réalisation, donc notamment Victor Moulin, qui est aujourd'hui notre directeur créatif, qui a un super sens du slapstick. Et donc avec lui, on a développé un vocabulaire de caméra qui marche hyper bien sur du slapstick. Et donc c'est vrai que avec Grizzy et Lemmings, aujourd'hui, on touche tout le monde, ça plaît énormément. Il y a un côté assez universel dans cet humour. Et c'est une série qui voyage extrêmement bien, parce qu'elle est diffusée en France, je crois que c'est numéro 2 sur Oku en termes d'audience. Ouais.
Sur Netflix, on est rentré dans le top 10 mondial. Donc c'est-à-dire que là, Netflix a publié le nombre d'heures vues pour tous leurs programmes, leurs 18 000 programmes. Et quand on regarde les séries d'animation, Grizzly est dans le top 10. Et quand on enlève les séries vraiment preschool, vraiment pour les préscolaires, avec les comptines, etc., on est carrément dans le top 3. Donc c'est vraiment une audience de fou, parce que ça voyage aussi bien en Asie qu'aux États-Unis, qu'en Europe. C'est assez universel. Alors on a parlé des canaux de diffusion, les différentes plateformes, SVOD, Netflix, il y a aussi YouTube, etc. Est-ce que, par exemple, Grizzly et les Lemmings sortiront peut-être un jour en DVD, Blu-ray? Est-ce que ça existe déjà? Ou vous avez comme intention de sortir par la suite sur un support physique? Ou alors on s'arrête que sur de la plateforme Alors pour l'instant, c'est assez simple. La diffusion est essentiellement en streaming ou en linéaire. Par contre, on a l'ambition et on est en train de développer, de faire un long métrage Grizzly et Lemmings. Et là, je pense que le long métrage, forcément, existera aussi sur un support physique type Blu-ray. Sur les séries d'animation, ça se fait aujourd'hui moins parce que je pense que le marché est un petit peu en berne, parce que c'est tellement facile pour les utilisateurs de cliquer sur Netflix ou sur une autre plateforme, ou même sur les services VOD des diffuseurs traditionnels comme Oku pour France Télévisions. Qui a moins de sens aller chercher un support physique type DVD ou Blu-ray pour une série. Alors je dis ça parce qu'on a beaucoup d'adorateurs qui nous regardent, qui adorent le Blu-ray physique, et moi-même je fais partie de ces gens-là qui effectivement adorent avoir l'objet. On aime aussi le côté streaming, mais c'est vrai que d'avoir un Blu-ray, c'est comme tu le dis, c'est plus pour les films, effectivement. C'est un long métrage, là tu peux le sortir en Blu-ray ou en DVD. Donc là, on lance la production du long métrage et il y aura un Blu-ray à la fin, c'est sûr. Non, parce que moi aussi, j'aime bien les supports physiques et c'est vrai que le fait de ne pas dépendre de la qualité du réseau quand on regarde un film, c'est pas mal aussi, quoi. Donc ça arrivera avec le film. On a énormément de projets en ce moment parce qu'on développe à la fois plusieurs séries d'animation. Donc au-delà de Grizzly, on a Mystery Lane qui est une série d'action-aventure, donc dialoguée, donc sur un registre totalement différent de celui de Grizzly. Avant toute chose, nous devons chercher dans le chenil. Il doit y avoir une issue quelque part. On a une autre série slapstick qui est la famille Wheezy. On a également dans les tuyaux un spin-off de Grizzly et Lemmings pour les tout petits qui s'appelle Baby Lemmings. On s'est rendu compte va faire certainement un carton aussi. Voilà, avec des Lemmings encore plus kawaii. C'est trop mignon et tout. Et on a une autre série aussi d'action-aventure qui s'appelle Le Fantôme de Paris, là qui est en développement actuellement et qui sera un peu le pendant de Mystery Lane à Paris avec un héros chat. Notre ambition aussi, c'est de développer sur chacune de ces IP en fait un long métrage. Donc là, on commence par le développement du long métrage Grizzly et les Lemmings. Et après, on a l'ambition aussi de faire un long métrage sur Mystery Lane, sur Wheezy et sur Le Fantôme de Paris. On a hâte vraiment de découvrir tout ça. Le film, ça devrait être vraiment très sympa. On est très impatients là de. Mais c'est totalement une autre approche, une autre façon de faire. Ça n'a rien à voir parce qu'en narration, pour tenir une narration sur 1h30, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes que sur un format de 7 minutes non dialogué. Et là, je crois qu'on est arrivé à la bonne histoire, donc on va pouvoir commencer aujourd'hui la pré-production du film et son financement. Très bien, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour l'avenir. Merci. Et merci de nous avoir accueillis. Avec grand plaisir. On va un peu débriefer de tout ça. Ouais. Et puis on va aussi faire le tour des bureaux, vous montrer aussi la salle de mixage, le studio d'enregistrement, etc. Vous êtes chez vous. Et puis la salle de cinéma, vous l'avez découvert juste avant, qui est aussi phénoménale. Elle est vraiment très 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 belle. Ouais, on est assez content. Et j'avoue que moi-même, je suis bluffé de me dire, c'est nos locaux, c'est ça. Ouais. Parce qu'il faut se rappeler aussi que Harry, quand on l'a créé avec Antoine il y a 18 ans, c'était une idée qu'on avait dans un café, on n'avait pas de bureau, on était dans un café, donc 18 ans plus tard, avoir ces locaux avec notre salle de cinéma, c'est une petite marque. Ouais, c'est un accomplissement dans le destin de la boîte qui est assez cool. On va basculer sur la salle de cinéma. Les résultats sont au-delà de vos espérances. C'est ce que vous souhaitez par rapport à votre cahier des charges? C'était notre rêve. Ouais. Non, mais franchement, on avait le rêve d'une salle de cinéma et on a une salle de cinéma. Alors, en termes à la fois le confort, d'écoute, parce que je trouve que le son est génial. On a eu aussi la chance de travailler avec un acousticien. La qualité de l'image et puis le confort des fauteuils, je sais pas, c'est une petite ambiance qui est assez canon. Et j'avoue que ça va presque au-delà de la salle de cinéma, parce que comme c'est plus petit aussi qu'une salle de cinéma, on est vraiment totalement entouré par
sais pas, par le son, c'est vraiment génial comme expérience. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Avec et à plaisir. bientôt. Ouais, à bientôt. J'ai passé un bon moment avec. C'est dommage qu'il y a pas plus, on prend pas plus de temps là pour regarder un film là en entier. Je n'ai pas le temps. On a plein de choses à faire en plus là. Oh, puis ils sont sympas et je suis sûr qu'on leur demande, ils nous laissent la salle. Peut-être ce soir. Hein. Bon, après, il faut juste s'assurer qu'ils ne referment pas derrière nous. Oui. Ouais. Bah, sinon, sinon on a le temps. Oui, c'est vrai. Jusqu'à demain, il y a le temps de se faire plaisir, c'est clair. Voilà. Et si on se faisait toute la saison de Grisi? Ouais. Hein? Ben voilà, je n'ai rien d'autre à dire en plus. C'est une très très bonne réalisation, très très belle réalisation surtout. Merci de m'avoir invité. Merci Cyril, à toi de t'être déplacé de si loin. Oui, je viens d'Alsace, je me suis un peu déplacé sur Paris. Voilà. Je viens visiter la capitale et ça je le fais pour vous. Alors encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si ça vous a plu ce contenu. J'ai passé les portes de chez Harry, rien que pour vous montrer aussi cette salle de cinéma, pour vous montrer un peu ce qui se passe derrière un studio d'animation. Je te remercie aussi pour ça, de m'avoir invité ici. Avec grand plaisir. Et puis moi j'invite également tous tes followers à aller consulter notre site internet www.aucinema.fr. Alors au cinéma sans H, que pour ceux qui nous suivent depuis quelques années, on a changé notre logo il y a très peu de temps. Donc on a perdu le H dans la bataille. Donc voilà, c'est aucinema.fr, mais vous pouvez consulter notre site internet. On a quelques réalisations, je dis bien quelques parce qu'on n'a pas pu toutes les mettre et le site est au tout début, donc on est en train de le refaire. On va multiplier le nombre de photos dessus, mais vous allez déjà avoir un certain nombre de réalisations dans des endroits, dans des configurations différentes, donc c'est intéressant. Il y a des très très belles salles à voir. Je vous mettrai tous les liens, toutes les informations dans la description de la vidéo, donc vous avez juste à aller voir. Et si vous avez la moindre question, eh bien, c'est lui qu'il faut appeler. Voilà, moi ou Ludovic, enfin mon associé, ou vous appelez au standard, mais vous aurez toujours quelqu'un d'agréable au téléphone qui pourra vous répondre et qui sera à votre écoute. Merci. Merci Cyril. Allez, à bientôt. Salut Bissam. Ciao.